une demeure dans la France occupée. Comme tant d'autres, elle va devoir supporter une présence étrangère indésirable. Elle va devenir le théâtre d'une violence cachée, sans bruit et sans fracas. Au début de la guerre, en 1940, les Français sont humiliés par une rapide défaite. Humiliés et désemparés. Qui, dans ces heures sombres, redonnera au pays espoir, sinon dignité et liberté? Beaucoup d'entre eux pensent qu'il faut faire confiance au maréchal Pétain. Ils croient que le vainqueur de Verdun, qui jouit encore d'un incontestable prestige, a raison de pactiser avec l'adversaire. On fait, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Sûr de la confiance du peuple tout entier, je fais à la France le don de ma personne pour atténuer mon malheur. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui qu'il faut cesser le combat. Mais une autre voix s'est élevée. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. J'invite les chefs, les soldats, les marins, les aviateurs, des forces françaises de terre, de mer, de l'air, où qu'ils se trouvent actuellement, à se réunir à moi. J'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. Vive la France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance. Cet appel du général de Gaulle, peu de Français l'ont entendu. Malgré tout, une résistance commence à naître, alimentée par des tracts et des journaux qui circulent sous le manteau. Des écrivains mettent également leur art au service de la résistance. Parmi eux, Vercors, qui publie clandestinement en 1942 Le silence de la mer. Cette nouvelle raconte une histoire vraie. Vraie parce que l'auteur lui-même a vécu une situation semblable. Vraie parce qu'elle est l'image fidèle du comportement de bon nombre de Français face à l'occupant. Voilà, c'est fait. Ils viennent d'amener les chevaux dans la grange. Un autre m'a demandé des draps. Sais-tu pour qui? Pour l'officier de la commandanture. Il sera ici dans un moment. Qu'est-ce que nous faisons? Rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Je ne sais pas. Mais comment le supporter, mon oncle? Comment le supporter? Comme si de rien n'était, mon enfant. Comme si cet officier n'existait pas. Comme s'il était muet et transparent. Tu es là, mon petit. Personne ne peut soutenir longtemps d'être ignoré à ce point. Sa chambre est confortable, il n'en voudra pas d'abord. Et puis, il finira bien par s'en aller ailleurs. Je vais faire arrêter? Mais non. Tu as vu combien ces soudards jouent à se montrer corrects, comme on dit. Ils fait avec la monnaie de singe, offre des bonbons aux enfants, se la place aux dames. Tu verras. Tu verras, il sera très aimable. Ensuite, fâche
Sprechen Sie Deutsch? Non. Ah. Où Chambre ist être für unser Offizier? Connu à la chambre. Wiedersehen. Je te sers ton infusion? Si tu veux bien, oui. S'il vous plaît. Je me nomme Werner von Ebronac. Je suis désolé. Cela était naturellement nécessaire. J'eusse évité si cela était possible. Je pense que mon ordonnance fera tout pour votre tranquillité. Respect. Je pourrais maintenant aller à ma chambre, mais je ne connais pas le chemin.
J'ai passé une très bonne nuit. Je voudrais que la vôtre était aussi bonne. Votre vieux mère m'avait dit que je logerais au château. Je féliciterai mes hommes qu'ils se soient trouvés. Ici, c'est un beaucoup plus beau château. Je crains que je vous dérange. Si vous préférez, je passerai désormais par la cuisine. Alors, vous fermerez cette porte à clé. C'est peut-être mieux ainsi. J'éprouve un grand estime pour les personnes qui aiment leur patrie. Qu'est-ce que tu en penses? Dieu merci, il a l'air convenable. Pardonnez-moi, je n'ai pas chaud. J'étais très mouillé, ma chambre est très froide. Je me chaufferai quelques minutes à votre feu.
Bien. Bien. Ce n'est rien ici. L'hiver, en France, c'est une douce saison. Chez moi, c'est bien dur. Très. Les arbres sont des sapins. La neige est lourde là-dessus. Ici, sur les fines ramilles, la neige, c'est de la dentelle. Là-bas, on pense à un taureau trapu et puissant qui a besoin de sa force pour vivre. Ici, c'est l'esprit. La pensée subtile et poétique. J'aimais toujours la France. Toujours. J'étais un enfant à l'autre-guerre, et ce que je pensais alors ne compte pas. Mais depuis, je l'aimais toujours. Seulement, c'était de loin. Comme la princesse lointaine. À cause de mon père. À cause de mon père. Il était un grand patriote. La défaite a été une violente douleur. Pourtant, il aima la France. Il aima Briand. Il croyait à la République de Weimar et dans Briand. Il était très enthousiaste. Il disait, il va nous unir comme mari et femme. Mais Briand fut battu. Mon père vit que la France était encore menée par vos grands bourgeois cruels. Des gens comme vos Defendel, vos Henri Bordeaux et votre vieux maréchal. Il me dit, il ne devra jamais aller en France avant d'y pouvoir entrer botté et casqué. J'ai dû le promettre, car il était près de la mort. Au moment de la guerre, je connaissais toute l'Europe, sauf la France. Je suis musicien. Je ne suis pas exécutant. Je compose de la musique. Cela est toute ma vie. Et ainsi, c'est une drôle de figure pour moi de me voir en homme de guerre. Pourtant, je ne regrette pas cette guerre. Non, je pense que de ceci, il en sortira de grandes choses. Pardonnez-moi. Peut-être j'ai pu vous blesser. Mais ce que je disais, je le pense d'un très bon cœur. Je le pense par amour pour la France. Il sortira de très grandes choses pour l'Allemagne et pour la France. Je pense, après mon père, que le soleil va luire sur l'Europe. Je vous souhaite une bonne nuit. C'est peut-être inhumain de lui refuser l'envol d'un seul mot. Je n'ai jamais pu offenser quelqu'un sans souffrir moi-même, tu le sais bien. Où est la différence entre un feu de chez moi et celui-ci? Bien sûr, la flamme, la cheminée se ressemblent, mais non la lumière. Celle-ci dépend des objets qu'elle éclaire.
les habitants de ce fumoir, des meubles, des livres sur ces rayons. Pourquoi aimais-je tant cette pièce? Elle n'est pas si belle. Pardonnez-moi. Je veux dire, ce n'est pas une pièce de musée. Vos meubles, on ne dit pas voilà des merveilles. Non, mais cette pièce a une âme. Toute cette maison a une âme. Balzac, Baudelaire, Beaumarchais, Chateaubriand, Corneille, Descartes, Flaubert, La Fontaine, Anatole France, Hugo. Quel appel! Et je n'en suis qu'à la lettre H. Ni Molière, ni Racine, ni Stendhal, ni Montaigne, ni tous les autres. Les Anglais, on pense aussitôt Shakespeare. Les Italiens, Dante. L'Espagne, Cervantes. Et nous, tout de suite Goethe. Après, il faut chercher. Mais si on dit « et la France », alors qui surgit à l'instant? Molière, Racine, Hugo, Voltaire, Rabelais ou quel autre? Ils sont une foule. Ils se pressent comme à l'entrée d'un théâtre. On ne sait pas qui faire entrer d'abord. Mais pour la musique, alors c'est chez nous. Bach, Handel, Beethoven, Wagner, Mozart. Quel nom vient le premier? Et nous nous sommes fait la guerre. Mais c'est la dernière. Nous ne nous battrons plus. Nous nous marierons. Oui, oui. Quand nous sommes entrés à Saintes, j'étais heureux de voir que la population nous accueillait bien. J'étais très heureux. Je pensais, ce sera facile. Et puis j'ai vu que ce n'était pas cela du tout, que c'était de la lâcheté. J'ai méprisé ces gens et j'ai craint pour la France. Je pensais, est-elle vraiment devenue ainsi? Non. Je l'ai vue ensuite. Et aujourd'hui, je suis heureux de son visage sévère. Je suis heureux d'avoir trouvé ici un vieil homme digne. Et une demoiselle silencieuse. Il faudra vaincre ce silence. Il faudra vaincre le silence de la France. Cela me plaît. Il y a un très joli conte pour les enfants que j'ai lu, que vous avez lu, que tout le monde a lu. Je ne sais pas si le titre est le même dans les deux pays. Chez moi, il s'appelle Das Tier und die Schöne. La bête et la belle. Pauvre belle. La bête la tient à merci. Impuissante et prisonnière, elle lui impose à toute heure du jour son implacable et pesante présence. La belle est fière, digne. Elle s'est fait dure. Mais la bête vaut mieux qu'elle ne semble. Oh, elle n'est pas très dégrossée. Elle est maladroite, brutale. Et elle paraît bien rustre auprès de la belle si fine. Mais elle a du cœur. Oui, elle a une âme qui aspire à s'élever. Si la belle voulait. La belle met longtemps à vouloir. Pourtant, peu à peu, elle découvre au fond des yeux du geôlier haï une lueur, un reflet où peut se lire la prière et l'amour. Elle sent moins la patte pesante, moins les chaînes de sa prison. Cette constance la touche. Elle cesse de haïr. Elle tend la main. Aussitôt, la bête se transforme. Le sortilège qui la maintenait dans son pelage barbare est dissipé. C'est maintenant un chevalier très beau et très pur, que chaque baiser de la belle part de qualité toujours meilleure. Le rayon détermine un bonheur sublime. Leurs enfants, qui additionnent et mêlent les dons de leurs parents, sont les plus beaux que la terre ait portés. N'aimiez-vous pas ce conte? Moi, je l'aimais toujours. Je le relisais sans cesse. Il me faisait pleurer. J'aimais surtout la bête, parce que je comprenais sa peine.
Encore aujourd'hui, je suis ému quand j'en parle. Je vous souhaite une bonne nuit. Me permettez-vous? Rien n'est plus grand que cela. Grand. Ce n'est même pas le mot. Hors de l'homme, hors de sa chair. Cela nous fait comprendre. Non, deviner. Non, ressentir. Ressentir ce qu'est la nature divine et inconnaissable. La nature divine de l'homme. Oui, c'est une musique inhumaine. Bah, il ne pouvait être qu'un mot. Notre terre a ce caractère inhumain. Je veux dire pas à la mesure de l'homme. Cette musique, je l'aime. Je l'admire. Elle me comble. Elle est en moi comme la présence de Dieu, mais ce n'est pas la mienne. Je veux faire moi une musique à la mesure de l'homme. Cela aussi, c'est un chemin pour atteindre la vérité. C'est mon chemin. Je n'en saurais suivre un autre. Cela, je le sais. Je le sais tout à fait. Depuis quand? Depuis que je vis ici.
Maintenant, j'ai besoin de la France. Mais je demande beaucoup. Je demande qu'elle m'accueille. Ce n'est rien être chez elle comme un étranger, un vagabond ou un conquérant. Elle ne donne rien alors car on ne peut rien lui prendre. Sa richesse, sa haute richesse, on ne peut la conquérir. Il faut l'avoir à son sein. Il faut qu'elle vous offre son sein dans un mouvement et un sentiment maternel. Je sais bien que cela dépend de nous. Mais cela dépend d'elle aussi. Il faut qu'elle accepte de comprendre notre soif, qu'elle accepte de l'étancher, qu'elle accepte de s'unir à nous. Moi, il faudra que je vive ici longtemps dans une maison pareille à ceci. Comme le fils d'un village. Pareil à ce village. Il faudra. Les obstacles seront surmontés. La sincérité, toujours, surmonte les obstacles. Je vous souhaite une bonne nuit. Il revient dans ma mémoire des souvenirs familiers. Je renvoie ma blouse noire, que j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais de pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, au clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime, et je te donne ce poème. Oui, je t'aime, dans la joie ou la douleur. Ma maison dans la forêt, j'y suis né. J'allais à l'école du village de l'autre côté. Je ne l'ai jamais quitté, jusqu'à ce que j'étais à Munich pour les examens et à Salzbourg pour la musique. Depuis, j'ai toujours vécu là-bas. Je n'aimais pas les grandes villes. J'ai connu Rome, Londres, Vienne, Varsovie, les villes allemandes, naturellement. Je n'aimais pas pour vivre. J'aimais seulement beaucoup Prague. Aucune ville n'a autant d'âme. Et surtout, Nuremberg. Pour un Allemand, c'est la ville qui dilate son cœur, parce qu'il retrouve là les fantômes chers à son cœur. Le souvenir dans chaque pierre de ceux qui firent la noblesse de la vieille Allemagne. Je crois que les Français doivent éprouver la même chose devant la cathédrale de Chartres. Ils doivent sentir tout contre eux la présence des ancêtres, avec leur gentillesse et leur foi. Le destin m'a conduit sur Chartres. Oh, vraiment, quand elle apparaît au-dessus des blés mûrs, toute bleue de lointain et transparente, immatérielle, c'est une grande émotion. J'imaginais les sentiments de ceux qui venaient jadis à elle à pied, à cheval ou sur des chariots,
Je partageais ses sentiments, j'aimais ces gens, et comme je voudrais être leur frère. Cela est dur, sans doute, à entendre d'un homme qui venait sur Chartres dans une grande voiture blindée. Et pourtant, c'est vrai. Tant de choses remuent ensemble dans l'âme d'un Allemand. Même le meilleur. Et donc, il aimerait tant qu'on le guérisse. Il y a dans le château voisin de chez nous une jeune fille. Elle est très belle et très douce. Mon père toujours se réjouissait si je l'épouserais. Quand il est mort, nous étions presque fiancés. On nous permettait de faire de grandes promenades, tous les deux, seuls. Un jour, nous étions dans la forêt. Les lapins, les écureuils filaient devant nous. Il y avait toutes sortes de fleurs, des jonquilles, des jacinthes sauvages, des amaryllis. La jeune fille s'exclamait de joie. Elle dit: « Je suis heureuse, Werner. J'aime, oh j'aime ces présents de Dieu. » J'étais heureux, moi aussi. Nous nous allongeâmes sur la mousse au milieu des fougères. Nous ne parlions pas. Nous regardions au-dessus de nous les cimes des sapins se balancer, les oiseaux volaient de branche en branche. La jeune fille poussa un petit cri. Oh, il m'a piqué sur le menton. Sale petite bête, vilain petit moustique. Puis je lui fais un geste vif de la main. J'en ai attrapé un, Werner. Regardez, je vais le punir. Je lui arrache les pattes, l'une après l'autre. Elle le faisait. Heureusement, elle avait beaucoup d'autres prétendants. Je n'eus pas de remords. Et j'étais effrayé pour toujours à l'égard des jeunes filles allemandes. Ainsi sont chez nous les hommes politiques. C'est pourquoi je n'ai jamais voulu m'unir à eux, malgré mes camarades qui m'écrivaient « Venez nous rejoindre ». Non, je préférais rester dans ma maison. Ce n'était pas bon pour le succès de la musique, mais tant pis. Le succès est peu de choses auprès d'une conscience en repos. Et vraiment, je sais bien que mes amis et notre Führer ont les plus grandes et les plus nobles idées. Et je sais aussi qu'ils arracheraient aux moustiques les pattes l'une après l'autre. C'est ce qui arrive aux Allemands toujours, quand ils sont très seuls. Cela remonte toujours. Heureusement, aujourd'hui, ils ne sont plus seuls. Ils sont en France. La France les guérira. Et je vais vous le dire, ils le savent. Oui, ils savent que la France leur apprendra à être des hommes vraiment grands et purs. Mais pour cela, il faut l'amour. Un amour partagé. Je vous souhaite une bonne nuit.
J'ai descendu ceci pour vous. C'est une page de Macbeth. Dieu, quelle grandeur. C'est la fin. Les nobles Écossais guettent sa ruine prochaine. Angus. Maintenant, il sent ses crimes secrets collés à ses mains. À chaque minute, des hommes de cœur révoltés lui reprochent sa mauvaise foi. Ceux qu'il commande obéissent à la crainte et non plus à l'amour. Désormais, il voit son titre pendre autour de lui, flottant comme la robe d'un géant sur le nain qu'il a volé. N'est-ce pas là ce qui doit troubler les nuits de votre présidence? Je plains cet homme, vraiment, malgré le mépris qu'il m'inspire, comme à vous. Un chef qui n'a plus l'amour des siens devient un bien misérable mannequin. Seulement pourrait-on souhaiter autre chose? Qui donc, sinon un aussi morne ambitieux, eût accepté ce rôle? Or, il le fallait. Oui, il fallait quelqu'un qui acceptât de vendre sa patrie. Parce que aujourd'hui et pour longtemps, la France ne peut tomber volontairement dans nos bras ouverts sans perdre à ses yeux sa propre dignité. Souvent, la plus sordide entremetteuse est à la base de la plus heureuse alliance. L'entremetteuse n'en est pas moins détestable, ni l'alliance moins heureuse. Je dois prévenir mes hôtes. Je dois prévenir mes hôtes que je serai absent pour 2 semaines. Je me réjouis d'aller à Paris. C'est maintenant le tour de ma permission, et je la passerai à Paris pour la première fois. C'est un grand jour pour moi. C'est le plus grand jour, en attendant un autre que j'espère avec toute mon âme, et qui sera encore un plus grand jour. Je saurai l'attendre, des années s'il le faut. Mon cœur a beaucoup de patience. À Paris, je suppose que je verrai mes amis, dont beaucoup sont présents aux négociations que nous menons avec vos hommes politiques, afin de préparer la merveilleuse union de nos 2 peuples. Je dois vous dire que je me réjouis pour la France, dont les blessures de cette façon cicatriseront très vite. Mais je me réjouis bien plus encore pour l'Allemagne et pour moi-même. Jamais personne n'aura profité de sa bonne action, autant que fera l'Allemagne, en rendant sa grandeur à la France et sa liberté. Je vous souhaite une bonne nuit.
Ça fait plus d'une semaine qu'il est parti. Il va partir. Entrez, monsieur. Je dois vous adresser des paroles graves.
Tout ce que je dis, c'est 6 mois. Tout ce que ces murs ont entendu, il faut l'oublier. Oh, wahrscheinlich. J'ai vu ces hommes victorieux. Je leur ai parlé. Ils ont ri de moi. Vous n'avez pas compris que nous les bernons? Ils ont dit cela. Exactement. Wir Palais. Ils m'ont dit: vous ne supposez pas que nous allons seulement laisser la France se relever à notre frontière, non? Nous ne sommes pas des musiciens. La politique n'est pas un rêve de poète. Pourquoi supposez-vous que nous avons fait la guerre? Pour leur vieux maréchal? Nous ne sommes pas des fous ni des niais. Nous avons l'occasion de détruire la France. Elle ne sera pas seulement sa puissance, son âme aussi, son âme surtout. Son âme est le plus grand danger. C'est notre travail en ce moment. Ne vous y trompez pas, mon cher. Nous la pourrirons par nos sourires et nos ménagements. Nous en ferons une chienne rampante. Voilà. Voilà ce qu'ils ont dit. Il n'y a pas d'espoir. Pas d'espoir. Pas d'espoir. Pas d'espoir! Ils m'ont blâmé avec colère. Vous voyez, disait-il, vous voyez combien vous l'aimez. Voilà le grand péril. Mais nous guérirons l'Europe de cette peste. Nous la purgerons de ce poison. Ils m'ont tout expliqué. Oh, ils ne m'ont rien laissé ignorer. Ils flattent vos écrivains. Mais en même temps, en Belgique, en Hollande, dans tous les pays qu'occupent nos troupes, ils font déjà le barrage. Aucun livre français ne peut plus passer. Pas seulement vos modernes, pas seulement vos Pédis, vos Proust, vos Bergson, mais tous les autres, tout cela, tous. Ils éteindront la flamme, tout à fait. L'Europe ne sera plus éclairée par cette lumière. Nevermore. Ils feront ce qu'ils disent. Avec méthode et persévérance. Je connais ces gardes acharnés. Ils m'ont dit, c'est notre droit et notre devoir. Notre devoir. Heureux celui qui trouve, avec une aussi simple certitude, la route de son devoir. Au carrefour, on vous dit, prenez cette route-là. Or, cette route, on ne la voit pas s'élever vers les hauteurs lumineuses des cimes. On la voit descendre vers une vallée sinistre, s'enfoncer dans les ténèbres d'une forêt lugubre. Oh Dieu, montrez-moi où est mon devoir. Il est beau pour un soldat de désobéir à des ordres criminels. Que dites-vous? Désobéir? Il est beau pour un soldat de désobéir à des ordres criminels. Signé Anatole France. Désobéir à la patrie allemande? Désobéir à des ordres criminels. Je suis soldat, monsieur. Je suis allemand. Allemagne est ma patrie. Désobéir est impossible. Désobéir à des ordres criminels. Mais que servir qui soit plus haut que la patrie?
l'homme. J'ai fait valoir mes droits. J'ai demandé à rejoindre une armée en campagne. Cette faveur m'a été accordée. Demain, je suis autorisé à me mettre en route pour l'enfer. Je vous souhaite une bonne nuit. Adieu. Adieu. Wiedersehen.
entendu ces cris sourds du pays comme en chaîne. Ah oui, partisans, ouvriers et paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille les fusils, la mitraille, les grenades. Il fait si froid. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir tachera au grand soleil sur les routes. Chantez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne? Amis, entends-tu le renoir des corbeaux sur nos plaines? Oh, Vos chaleureux applaudissements avec ce soir à la technique Olivier, aimablement aidé par Roger et Philippe. À la culture, à l'organisation, à plein de petites choses, mais qui font des grands moments. Joseph, Suzanne, Suzanne.
nous appelons auprès de nous pour les au revoir ce soir, notre metteur en scène, Jean Toinet. Permettez aux metteurs en scène de remercier les comédiens parce que quand on a commencé ce travail, on avait tous la trouille. C'était un truc difficile, pas gagné d'avance, pas beaucoup d'action, sinon dans les âmes, dans les cœurs, dans la force des sentiments. Et ils ont travaillé avec rigueur vraiment et précision. Et je voudrais chaleureusement les remercier pour avoir exprimé si bien, je crois, les dits et les non-dits de ce texte de Vercors. Merci à vous. Nous rendons tous hommage aujourd'hui. C'est le plus grand. Il aurait eu 100 ans l'année dernière. Eh bien, c'est tout simplement l'auteur lui-même, Vercors. Nous le remercions d'avoir écrit non seulement un texte de circonstance et dans quelles conditions difficiles, puisque c'était entre 40 et 42 qu'il a écrit ce texte clandestinement. Pour ses qualités de visionnaire, c'était pas facile à cette époque de savoir quel parti il fallait prendre. Et beaucoup de Français auraient pu se tromper. Et Vercors voulait, par ce texte clandestin, dire aux Français, attention, derrière le meilleur Allemand possible, il peut se cacher un nazi. Et ça, c'est une vision absolument que je trouve extraordinaire. Et ce n'est pas seulement une œuvre de circonstance, je crois, qui fait la qualité de ce silence de la mer. C'est aussi une œuvre littéraire de grande valeur. Et ce n'est pas pour rien qu'il a été traduit dans 25 langues dans le monde entier. Alors, hommage à Vercors aussi. Compliment d'Alain pour vous remercier, vous, chers spectateurs, parce que l'accueil que vous nous avez réservé nous touche beaucoup. Et puisqu'on parle d'accueil, il en est un qui nous a impressionnés, c'est celui de l'organisation de ce festival. Il y a des gens comme Roger, Philippe et d'autres, bien sûr, les femmes qui nous ont reçus avec une chaleur qu'on rencontre. Pas toujours, et pourtant nous en avons déjà pas mal rencontrés. Et toute la journée nous avons travaillé avec eux, ils ont travaillé avec nous, avec une grande gentillesse, un grand dévouement, et vraiment nous voudrions les remercier. Je m'aperçois que j'ai commis une faute. J'ai dit au début que je serais bref, je suis déjà drôlement long. Alors voilà, ça y est, j'ai fini quand je vous aurais dit que vendredi prochain, une équipe des Gadarans, une autre équipe, qui a monté un autre spectacle, vous allez rire. Sincèrement, vous allez rire. C'est la surprise de Pierre Sauville. Ne manquez pas cette pièce, je crois qu'elle en vaut la peine. Allez, au revoir.